Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo du chapitre 1 de programmeur à développeur. On va s'intéresser dans cette vidéo à la notion d'objet et à la notion de classe. Donc parmi tous les diagrammes de conception qu'on a à disposition, on va commencer par ceux qui sont les plus faciles parce que c'est ceux avec lesquels vous êtes les plus habitués. C'est les diagrammes statiques qui vont représenter donc la structure et on va s'intéresser aux objets et aux classes. Quelque chose qui est vraiment important et de garder en tête, c'est que la plupart du temps, quand vous entendez parler de programmation orientée objet, de programmation ou de conception orientée objet, eh bien, vous avez en tête, on va écrire des classes, on va faire de l'héritage. En fait, ça, c'est pas vrai du tout. Et d'ailleurs, il existe plein de langages où il n'y a même pas la notion de classe, et pourtant, c'est des langages qui sont orientés objet. Et on parle bien de programmation orientée objet, on ne parle pas de programmation orientée classe. D'ailleurs, ça n'aurait pas de sens de parler de programmation orientée classe. Donc, on va commencer par s'intéresser et caractériser ce que c'est vraiment qu'un objet, parce que c'est ce qu'on va chercher à faire en fait, concevoir des objets. On va voir que les classes, c'est juste un moyen de fabriquer des objets. Donc nos objets, c'est vraiment des citoyens de premier ordre, et ils ont juste là, dans notre cas, la bonne propriété d'être les instances d'une classe, mais c'est tout. Donc un objet, on va considérer que c'est une boîte noire, et un objet, il a une interface publique, qui va être caractérisée par son type, et cette interface, elle expose des messages. D'accord? Donc je peux envoyer un message à l'objet, je peux lui demander de faire quelque chose pour moi, et puis il va savoir le faire. En Java, typiquement, cette interface, c'est les méthodes ou les fonctions que l'objet définit, et qui sont donc la signature de ces méthodes et de ces fonctions. Comment on fait pour travailler avec un objet? Eh ben, on commence par trouver sa référence, alors on peut l'instancier, ou on peut réutiliser une référence qui nous serait fournie par un autre objet, et puis une fois qu'on a sa référence, on va lui envoyer des messages. Et donc notre objet, il caractérise bien un ensemble de données, qui sont ce qu'il a à l'intérieur de lui, dans la boîte noire, et puis un ensemble de traitements qu'il est capable de faire à notre place, d'une manière qu'on ne connaît pas, et auquel il réagit par envoi de message. On va prendre un exemple de code objet où l'idée c'est qu'on a une fonction qui s'appelle Netflix and Chill qui prend en paramètre une smart home, et puis ce qu'on cherche à faire c'est à basculer notre salon en mode Netflix. Donc on veut récupérer la télé, récupérer les lumières intelligentes, et puis on va démarrer la télé, mettre en place le home cinéma, basculer sur Netflix, et puis baisser la luminosité ambiante pour pouvoir mieux voir la télévision et mieux écouter sa série. Bon. Là-dedans, ce que vous pourriez essayer de faire, c'est dans un premier temps commencer par caractériser les objets. Quels sont les objets qui interviennent dans ce code-là et quels sont les envois de messages. Alors, les objets en question, il y en a trois principaux. La Smart Home qu'on reçoit en paramètres, et puis le Home Cinema et le Smart Light qu'on va utiliser. Et puis les envois de messages, c'est tous les appels de méthode sur ces objets. Donc Find TV, Find Light, Start TV, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est ce qui représente des envois de messages. Et bien en fait, il existe en UML une manière de représenter ça. On va représenter ça avec un diagramme d'objet. Ce diagramme d'objet, il va s'intéresser uniquement à la structure des objets, donc aux objets en question. On ne s'intéresse pas aux envois de messages. Les envois de messages, on verra que c'est fait par des diagrammes de séquence, donc ça arrivera plus tard dans le code. Notre diagramme d'objet, pour reprendre sur nos objets principaux, donc on en a trois, Smart Home, Smart Light et Home Cinema, qui sont les types. Donc les objets, c'est S, Light et HT. Et on va utiliser une boîte, donc chacun des objets va être représenté par un rectangle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on a représenté les trois objets principaux, mais en fait, il y a plus d'objets que ça. En fait, déjà, on en a oublié deux. Le mode de son, donc le sound mode, le Dolby 5.1, ça c'est un objet aussi. Et le fait de lancer Netflix, c'est un énuméré, donc c'est un élément d'un énuméré, donc c'est aussi un objet. Donc on a ces deux objets-là. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est que notre diagramme d'objet va permettre de représenter des relations entre les objets. Donc on va pouvoir dire, l'objet HC, le Home Cinema, maintenant il est relié à un certain mode, Dolby 5.1, et à un certain channel, en l'occurrence Netflix. Et il ne faut pas oublier que notre méthode Netflix and Chill, c'est une méthode d'instance. Donc c'est une méthode qui est définie à l'intérieur d'une classe et qu'on va ben, invoquer en envoyant un message à un objet. Donc cet objet-là, on avait oublié de le représenter. Et c'est lui qui est au milieu, en fait, et qui supporte le tout en parlant aussi bien à la Smart Light que au Home Cinema que à la Smart Home.
On peut faire des choses un petit peu plus compliquées. Par exemple, on peut regarder ce cours de conception et on peut se poser la question, est-ce qu'on pourrait concevoir le cours de conception? Ben oui, on pourrait. L'objet au milieu, l'objet central, c'est un cours qui s'appelle le INF 5153. On peut mettre des attributs à l'intérieur de nos objets pour caractériser un petit peu qu'est-ce qu'ils contiennent comme information. Donc il a un sigle, INF 5153, et puis une année qui est l'année 2020. On va l'associer à une session, donc la session est au-dessus, et puis c'est la session d'automne, et puis la session c'est un élément dénuméré, mais c'est une instance de session. Et puis le cours, il va être associé à un prof, en l'occurrence moi, et puis il va contenir des labos qui sont des assignments, et puis des chapitres. Et puis les chapitres, il y en a potentiellement plusieurs. Donc le premier c'était de programmeur à développeur, et puis le deuxième c'est encapsulation, type et interface. C'est intéressant de réfléchir un tout petit peu sur ce qu'on vient de faire, où on vient d'utiliser un modèle de conception pour caractériser le cours de conception. Et là, on va faire une petite digression, mais c'est très classique, en fait, d'utiliser quelque chose pour le définir lui-même. C'est ce qu'on va appeler de la métamodélisation. Typiquement, UML, si vous lisez la spécification UML, elle est écrite en UML. Et en fait, ça n'a rien d'étonnant. Le langage Java est écrit en Java, C++ est écrit en C++. Et la question qui est derrière, c'est qui compile le compilateur. Ben, au début, c'est un peu compliqué, mais après, on peut arriver à avoir un compilateur Java qui sait compiler le langage Java. Ben là, c'est exactement pareil. C'est avoir notre représentation du langage de manière uniforme pour être capable de l'utiliser dans plein de situations différentes. Bon, ceci étant dit, pour revenir sur notre diagramme d'objet de manière un petit peu plus simple, ce diagramme, il a des forces et des faiblesses. Le diagramme d'objet, il va être une représentation exhaustive des objets. Donc il va nous permettre de bien comprendre tous les objets mis en jeu quand on va vouloir réaliser une certaine situation. Et c'est un cliché à l'exécution. C'est-à-dire que je suis en train d'exécuter du code, et puis j'arrête la machine, je prends une photo de tous les objets qui sont disponibles à un moment. Et comme j'ai les relations entre les objets, ça me permet de voir un petit peu le graphe d'objets. Comment il est qu'il y a des objets qui concentrent toutes les relations à tous les autres, ou au contraire, est-ce que c'est bien réparti parmi tous les objets. Il a des faiblesses par contre qui sont non négligeables, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas tant que ça, on l'utilise vraiment pour des zooms précis, dans un premier temps parce qu'il ne passe pas à l'échelle. Donc si on imagine qu'on veut regarder la totalité des objets présents à un moment dans une grosse application, ben en fait tout simplement il va y avoir beaucoup trop de boîtes et beaucoup trop de flèches pour qu'on puisse en retirer quoi que ce soit. Et l'autre chose, c'est qu'il va être difficile à mettre à jour parce qu'il est très couplé au code. C'est-à-dire que dès que je modifie le code, ben, je vais modifier les objets, potentiellement la manière dont ils sont créés ou la manière dont ils sont récupérés. Et donc, il va avoir beaucoup de mal à être maintenu à jour dans le cadre du développement. Maintenant qu'on s'est posé la question de c'est quoi un objet, on peut se poser la question de c'est quoi une classe. Même s'il faut bien garder à l'esprit qu'il existe des langages orientés objets dans lesquels il n'y a pas la notion de classe. Donc la notion de classe, elle est vraiment pas intrinsèque à la programmation objet ou à la conception objet. On va vraiment s'intéresser aux objets avant tout. Et comme nos objets, il faut bien les fabriquer, eh bien une classe, on peut le voir comme une fabrique à objets. Donc c'est ce qui va nous permettre de fabriquer des nouveaux objets, typiquement en utilisant le mot-clé new, et on parle d'instanciation d'une classe, c'est le mot-clé. Euh, Cette classe, elle va nous permettre de définir l'interface publique, donc les messages que l'objet s'est traité, la signature des méthodes qu'on va donner à cet objet. Et la classe, elle va nous permettre de cacher tous les détails d'implémentation. C'est-à-dire que l'intérieur des méthodes, on ne veut pas le voir depuis l'extérieur. On ne va parler aux objets qu'à travers leur interface publique. Et c'est l'objet qui va réaliser sa logique d'affaires, et bien ça, c'est son affaire à l'intérieur de la boîte noire et à l'intérieur de ses frontières. On va pas rentrer en détail dans ce qu'est un diagramme de classe, parce que ça, normalement, vous l'avez vu avant, et puis vous avez des références pour aller plus loin si ça vous intéresse. Les seules choses qui vont m'intéresser là, c'est de vous donner plutôt des bonnes pratiques là-dessus, et puis de voir à quoi ça va servir. Typiquement, dans un diagramme de classe, ce qu'on va chercher à faire, c'est à mettre uniquement l'information pertinente pour que les modèles soient importants, soient utilisables par l'équipe de développement. Donc on ne cherche pas à être exhaustif, on cherche à mettre juste de l'information pertinente. Typiquement, mettre tous les getters et tous les setters de votre code, ça n'a aucun intérêt dans un diagramme de classe, sauf s'il est vraiment extrêmement important de montrer que on peut faire un get, mais pas un set d'une certaine propriété. Et l'autre chose qui est importante, c'est que ces modèles, bah, c'est une représentation graphique du code et ça va nous permettre de voir des choses qui potentiellement sont étranges.
Les attributs sont représentés au début de chacune des boîtes, et puis les méthodes sont représentées les méthodes publiques sont représentées par les ronds verts en l'occurrence, parce que c'est des méthodes publiques. Et là, ce qu'on voit, c'est que bah, j'ai une smart home dans laquelle je peux récupérer une télé et puis je peux récupérer des lumières. J'ai un home cinéma que je peux démarrer. Et par contre, la smart light, j'ai aucun moyen d'allumer la lumière avec. Alors peut-être que c'est normal, parce que c'est peut-être une limitation physique de la lumière intelligente, mais on peut se dire que là, rien qu'au niveau de la conception, on se rend compte qu'il y a un problème. Le smart light, on ne peut lui envoyer aucun message, donc il est capable de rien faire pour nous. Ce qui est extrêmement dommage, parce que du coup, c'est pas un vrai objet. Un objet qui serait fabriqué comme une instance de cette classe, il aurait que des données et pas du traitement. Donc, ça serait pas conforme à la définition qu'on a donnée de la notion d'objet. Je vais insister vraiment sur la notion de granularité, parce que très souvent, vous cherchez à faire des modèles qui sont le plus exhaustifs possible. Donc, c'est-à-dire tout mettre dans un seul diagramme, comme ça vous avez fait le diagramme de classe de votre système. Bah ça, en fait, c'est illisible et c'est complètement même inutile dans le cadre de votre conception, parce que personne n'ira le lire. C'est beaucoup trop compliqué et on ne retrouve pas l'information dont on a besoin. Donc, ce qu'il faut bien que vous gardiez en tête, c'est qu'une bonne conception va reposer sur un ensemble de modèles de conception. On va avoir le diagramme de classe global qui représente ben, toutes les classes, mais à un très faible niveau de granularité, donc sans beaucoup de détails. Et puis après, on va zoomer sur les points qui nous paraissent les plus importants, avec des diagrammes de classe quand c'est statique, ou avec d'autres types de diagrammes quand c'est autre chose que des éléments statiques qu'on doit représenter. J'ai parlé de niveau de granularité, et ça, c'est important que vous gardiez ça en tête. Là, j'ai trois représentations différentes de ce qu'est un cours. Le plus à gauche, bah, c'est juste le fait de dire, il y a un concept dans ma modélisation, dans ma conception, qui s'appelle cours, et puis c'est tout. Le modèle du milieu, il dit, bah, il y a un cours, et puis c'est un nom, c'est associé à un semestre, et puis c'est associé à une horaire, et puis on peut récupérer le nombre de crédits associés, le prof qui le donne, et puis le nombre de crédits associés, le GPA, pardon. Ok. Puis je peux aller dans un modèle de conception encore plus détaillé, où là je vais jouer sur la visibilité, pour dire par exemple name c'est public, semester c'est public, hour c'est privé, crédit c'est privé et c'est dérivé, donc c'est fabriqué à partir d'autres choses. Je peux entrer dans plein d'éléments de syntaxe qui vont pas nous intéresser dans l'absolu, mais vous voyez que ces trois modèles-là, ces trois conceptions alternatives à des niveaux de détail différents euh, de la même notion de cours. Et ça va être toute l'essence de votre activité de conception, c'est de choisir la bonne granularité au bon moment. Parce que si vous me fabriquez des diagrammes de conception qui sont toujours au niveau de gauche, eh ben, ils ne vont pas servir à grand chose, parce que, ok, il y a des cours, et puis il y a des profs, et puis il y a des étudiants, mais so what? Et si vous me fabriquez des diagrammes de conception qui sont tout à droite, eh ben là, on va être noyé dans les détails, et on va pas bien comprendre pourquoi votre conception, c'est la bonne. Donc, l'adaptation de la granularité, c'est vraiment quelque chose de très très important. Juste revenir sur la notion de faire des objets sans faire de classe, on a vu et on vient de dire que la classe c'est juste une fabrique à objets, donc il y a des langages qui existent, dans lesquels la notion de classe n'existe pas et qui utilisent ce qu'on appelle le clonage, qu'on verra un petit peu plus tard dans le cours. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'en conception, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'utilisabilité des objets. Donc est-ce que j'arrive facilement à récupérer les objets dont j'ai besoin, et est-ce que j'arrive facilement à leur envoyer les messages qui leur permettent de faire le job que moi j'ai pas envie de faire. Donc gardez bien en tête que la classe est un moyen et ça ne doit pas être une finalité. Vous ne pouvez pas me dire, mais regarde, ma conception elle est géniale, il y a plein de classes. Bah, ça, c'est pas du tout intéressant en fait. Ce qu'on va chercher à avoir, c'est avoir les bons objets. Et donc, par transition, vu qu'on est en Java et qu'en Java, pour fabriquer des objets, il nous faut des classes, on va chercher à avoir les bonnes classes. Mais avant tout, ce qu'on cherche à avoir, c'est une bonne collaboration entre les objets. Et on va se rendre compte que faire simple, c'est extrêmement compliqué. Faire une conception compliquée, c'est pas dur. C'est vraiment pas dur. Mais par contre, ça sera pas forcément le plus évolutif, le plus maintenable. Donc, faire une conception compliquée, se tromper, la simplifier, se tromper encore, la simplifier encore plus, pour converger vers la conception la plus simple, c'est ça ce qui va se passer dans le cadre du cours de conception. C'est pour ça qu'il faut bien garder en tête que c'est un processus essai-erreur qui va mettre du temps et qui nécessite une régularité dans son exécution. Pour définir vos modèles de conception, donc comme on l'a dit dans la vidéo du chapitre précédent, on va utiliser PlantUML pour que vous passiez bien du temps à comprendre les principes de conception. PlantUML, c'est un langage textuel qui va nous permettre de coder nos diagrammes. Donc on ne va pas les dessiner, on va les écrire comme du texte, comme de la programmation, et puis on va fabriquer les versions graphiques en utilisant le compilateur PlantUML.
Ça donne un effet de bord qui est très pratique et très sympa, c'est que du coup on peut les mettre dans Git. Et puis vous avez vu dans la vidéo sur l'écosystème logiciel, on est même capable de mettre de l'intégration continue pour que ça fabrique automatiquement les diagrammes pour nous et que ça maintienne à jour la documentation. Donc c'est plutôt pas mal de bons effets de bord. Pour représenter un diagramme d'objet en plan UML, comme tous les éléments de plan UML, ça commence par un start UML et puis ça finit par un end UML. Et puis en fait, on va simplement dire qu'on a des objets, donc avec le mot-clé object, on va leur donner des identifiants, c'est le as. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre des liens entre chacun de ces éléments-là. Quelque chose qui est important de garder en tête, c'est les liens peuvent être verticaux ou horizontaux, et c'est pour ça que des fois on écrit point point. Par exemple, il y a un lien vertical entre main et Smart Home. Et puis il y a un lien horizontal entre main et puis Home Cinema. Donc le lien horizontal, on le fait avec un point simple, et puis le lien vertical, on le fait avec un double point. Puis il existe plein d'autres syntaxes pour représenter toutes les flèches disponibles dans l'UML, mais cette idée de un seul symbole c'est horizontal et puis deux symboles c'est vertical, c'est quelque chose qui va être cohérent et qui va vous permettre d'organiser vos dessins. Puis une fois que j'ai ce texte à gauche, je peux demander à PlantUML de fabriquer par exemple la version PDF du diagramme. Et puis pour faire ça, je vais appeler le compilateur PlantUML en lui donnant en entrée mon code source euh, qui représente le diagramme, et puis il va fabriquer le diagramme que j'ai mis à droite. On peut utiliser ça pour faire des diagrammes de classe aussi, et puis ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu que le diagramme d'avant, il n'était pas génial, il était un peu moche. Donc moi j'ai un style que j'utilise qui est le même partout, et ce style je peux le réutiliser. Donc j'ai la notion d'inclusion au démarrage de mon diagramme, qui permet de faire que tous les diagrammes se ressemblent à peu près. Et puis là je vais pouvoir définir des classes, et puis je vais pouvoir faire des liens entre mes différentes classes pour représenter les différents types de relations. Je peux aussi définir des énumérés, et ainsi de suite. Il y a toute la documentation de PlantUML vous est donnée à disposition, hein. L'idée c'est pas que vous connaissiez par cœur du PlantUML, et puis je vous demanderai pas en examen d'écrire du PlantUML de tête, mais par contre il faut que vous gardiez en tête que ça va nous permettre de représenter des méthodes publiques, des méthodes privées, des attributs et tout ça. Donc la syntaxe est ce qu'elle est, mais gros avantage c'est que tout ça, ça reste du texte, donc on peut le versionner avec Git, on peut collaborer sur l'écriture de nos modèles, et ça c'est plutôt cool. Ceci conclut notre vidéo sur les objets et les classes. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et puis à bientôt pour la suite.